Hello les gros hackers, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ma chaîne YouTube, dans mon podcast, un super invité, c'est Victor Cabrera du site techniquedevente.com. Et tu vas voir qu'il a un avis qui va à l'opposé de tout ce qu'on peut se dire sur les techniques de closing et notamment les formations de closing. Victor forme des entrepreneurs, des services commerciaux B2B dans des grosses entreprises, ce qui va à l'opposé des formateurs closing qui ont tendance à trouver des particuliers, comme il dit, la plupart de ces closers, c'est des gens qui étaient boulangers ou pâtissiers juste avant. Et donc il a un avis très tranché là-dessus. Et cette vidéo, en fait, cette interview, pourrait déranger le monde du closing. Alors, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Je suis pas là pour juger ça. En fait, je suis l'intervieweur, je fais la casquette de journaliste dans cette vidéo. Je t'invite à te concentrer, à regarder attentivement tout ce que va te dire Victor. C'est quelqu'un, tu vois, qui forme des entrepreneurs, des entreprises aux techniques de vente depuis plus de 10 ans, notamment de très très grosses entreprises, ce qui change des formateurs qui forment des particuliers, quoi. La qualité de la vidéo de son côté, certainement due à une mauvaise connexion internet, est pas ouf, mais fais très attention en fait. Ouvre grand les oreilles parce que c'est là que ça se passe. Si tu galères à vendre, si tu as peur de vendre, peut-être que cette interview justement va te débloquer des choses. Je te souhaite un excellent visionnage. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, mets un gros like pour me soutenir et pense à venir me voir sur Instagram, Rudy Pro. Bon visionnage. Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je suis très heureux de recevoir un invité très spécial dont je suis carrément fan. C'est Victor Cabrera. Je l'avais découvert à l'époque sur Amazon en fait. Je voulais me reformer aux techniques de vente. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'achète 5, 6, 7 livres best-sellers sur le domaine sur lequel je souhaite me former. Et il y avait le livre de Victor. Je suis tombé dessus. Je l'ai dévoré et je l'ai kiffé de ouf. Et quand j'ai lu le livre, je me dis putain, ce mec-là, il faut que je le connaisse. Il faut que ça soit de mon copain. Je l'ai cherché sur LinkedIn, je crois que j'ai interagi avec 2 ou 3 publications et puis de là on a fait connaissance et je suis trop honoré aujourd'hui de te recevoir, Victor Cabrera, expert en technique de vente, auteur de plusieurs livres, grosse chaîne YouTube avec 67 500 abonnés je crois, de la valeur de fou et un site technique-devente.com qui est vraiment énorme et à la hauteur de ton livre. Bienvenue Victor Cabrera. Merci Rudy, c'était top, présentation, un pitch exceptionnel, je ne peux que rebondir sur le truc et le plaisir est partagé puisque ça fait un moment que je te suis également et est-ce que toi t'envoies du lourd au niveau contenu, donc c'est un plaisir d'être dans cette interview aujourd'hui avec toi. Et tu envoies vraiment du lourd aussi, hein. Je surveille, je regarde régulièrement tes vidéos YouTube et le level, je trouve que c'est du niveau premium, quoi. Du niveau premium avec la petite touche divertissement, enfin, infotainment. Et en plus, tu vois, tu le dis pas, mais je trouve que tu es un excellent marketeur. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de parler un petit peu des techniques de vente. On va parler aussi de la mode des closers, parce que j'ai vu que tu avais quelque chose à dire là-dessus et c'est plutôt super intéressant. On commence par quoi, Victor? Écoute, libre à toi de donner la tonalité. Effectivement, le closing, je sens on va rigoler. Ouais, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Allez, on va commencer par le gossip parce que tout le monde a envie de se divertir avant de travailler. Donc, ça fait 2 ou 3 ans, je pense, on voit la mode, là, ça commence avec Dan Lok, je crois, aux États-Unis. Genre, technique de closing, high ticket et tout, c'est la nouvelle opportunité du siècle et tout. Alors que le closing, ça existe depuis toujours. Et c'est quoi ton approche par rapport à ça? J'imagine que aujourd'hui, tu as une audience qui est plutôt B2B. Ton approche, c'est technique commerciale. Et j'imagine que de temps en temps, il y a un mec qui vient te voir et dit ouais, qu'est-ce que tu penses des techniques de closing ou... Ouais. Carrément, on a cette vision, mais ça se rejoint. On a la vision B2B où le closing, les dirigeants commerciaux ou les grosses boîtes ont toujours une problématique de closing avec leurs vendeurs. Donc moi, ça fait des années que je l'entends. Et après, maintenant, on a le côté B2C avec tous les gens qui, effectivement, ont découvert un nouveau mot, un nouveau métier, le métier de closer.
mais voilà, qui existait déjà depuis très longtemps, mais ça nous vient tout droit de la mode américaine, comme beaucoup de modes qui ont été lancées. Et des gens qui, ben ouais, effectivement, il y a beaucoup de publicité, il y a tout un peu de hype, etc. Donc, on forme des closers à vendre des formations de closing, qui vont même former des closers, tu vois, c'est un peu la pyramide de Ponzi. Aujourd'hui, c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes à ce niveau-là. Bon, moi, je surfe pas sur cette vague-là volontairement parce que j'ai quand même une grosse audience B2B. Et le closing avec la vision très américaine n'est pas du tout aujourd'hui en France. Voilà, ça, on va dire que ça ne matche pas hyper spécifiquement comme aux États-Unis. Donc il y a quand même quelques problématiques. Le closing, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la finalité. C'est quoi? C'est un client qui achète au final et on te fait croire qu'il existe une baguette magique, une formule hyper rapide en reproduisant une technique de vente en entonnoir pour que le client dise yes, 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 le fameux yes, yes set qui doit te parler. Et voilà, on vend des formations entre 2 et 10 000 euros pour devenir closer et générer des millions d'euros. Bon, la finalité, c'est que bon, la vision que j'ai aujourd'hui, et pour discuter avec pas mal de gens, et notamment des organismes de formation, je ne vais pas citer de nom, qui forment des closers, bah, c'est qu'il y a quand même à boire et à manger. Il y a tout un tas de gens qui étaient mécaniciens ou boulangers la semaine d'avant et qui sont devenus des closers et qui ont mis sur LinkedIn closer certifié. Il y a quand même plus de demandes aujourd'hui que d'offres. On voit quand même, je pense, une pénurie d'offres pour tous ces closers. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est vrai que franchement, toutes les semaines, je reçois des demandes de closers qui me disent ouais, je suis closer. Ouais. Et tu sais, j'ai testé 2, 3 fois et toutes les fois que j'ai testé, ça n'a pas marché en fait. Non, non, non. En fait, la vision que j'en ai, et pour avoir testé 2, 3 personnes, bah, c'est des personnes qu'on forme et on formate sur une logique, un scénario vraiment de vente en entonnoir. En plus, sur de la vente qui est très facile, c'est-à-dire de la vente où au final, on leur apporte des leads. Or, la partie Chaud. commerciale est la plus difficile, c'est quand même la prospection, c'est d'aller chercher des contacts qualifiés pour pouvoir après les convaincre et signer une vente. Donc là, bon, on fait croire aux gens que c'est miraculeux, on te donne un script, on te donne des leads et tu vas gagner des commissions entre 500 et plusieurs milliers d'euros pour faire une vente. C'est beau sur le papier, sauf qu'effectivement, derrière, voilà, les gens, bah, ils ont un schéma en entonnoir, une seule vision. Il manque d'agilité et donc ce que j'appelle moi l'intelligence commerciale situationnelle, cette capacité à savoir en fait prendre de la hauteur dans un entretien, comprendre la personne à qui tu t'adresses, son contexte, ses motivations profondes, d'arriver à jouer la meilleure partie avec ce client-là et de pouvoir en fait raccourcir le cycle de vente et lui faire prendre une décision qui est à la fois la bonne pour elle, mais qui est bonne pour toi aussi. Et tu vois, ça, la plupart des gens qui sont devenus des closers, ils n'ont pas cette vision-là. Ils sont vraiment dans une logique de vendeur porte-à-porte des années 80 avec le pied dans la porte et la vente d'annuaire, tu vois. Mm. Tu as déjà eu accès à des programmes de formation de ces formateurs en closing? Alors, j'ai regardé très rapidement. Je ne vais pas m'aventurer sur le sujet parce que je ne maîtrise pas l'offre, l'exhaustivité de l'offre qui existe, surtout en France. J'ai regardé au niveau des États-Unis. Et déjà, voilà, la vision, c'est que ce qui se pratique aux États-Unis, c'est difficilement exportable à 100% sur le marché français, parce que la typologie des clients et le comportement des clients n'est pas du tout le même. On a beaucoup plus de force de résistance à la décision. L'image du vendeur et du commercial, elle n'est pas du tout la même. C'est une fierté aux États-Unis d'être un sales. Euh, En France, les gens se méfient et ont peur des commerciaux et des vendeurs. Donc, tu vois, l'approche, si tu arrives avec tes gros sabots, tu peux vite te griller et en fait déclencher une haute force de résistance à la décision chez ton interlocuteur en voulant dérouler le même type de script que ce qui est enseigné. Mm. Tu sais, moi, quand j'avais testé un closer, donc c'est quelqu'un qui avait fait la formation d'Amnot, et en fait, tu vois, il y avait un travail sur son mindset qui avait été fait, qui était tellement fort que le mec, il était persuadé d'être un closer. Et tu vois, quand j'ai réécouté ses appels, donc tu vois, d'un point de vue tonalité, vraiment, il croit en son speech, il a la posture et tout. Par contre, je lui dis, tu te rends compte que tu n'as même pas dit bonjour, en fait, au prospect? Et que tu enchaînais des questions, alors avec beaucoup de certitude, mais sans créer un lien, en fait, avec ce qu'il vient de te dire juste avant. Et tu vois, oui, c'était vraiment donc du script, mais
sans écoute, sans réelle écoute active et sans compréhension des besoins. Du coup, c'était pas adapté du tout, quoi. Non, tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est une logique qui a marché, et qui a fait ses preuves et qui continue à marcher dans certains secteurs et surtout aux États-Unis où la vision est différente. Ça peut marcher hein, sur le marché français. J'ai vu quelques exemples de réussite. Après, quand même, ce qui marche, l'approche de vente qui marche le plus aujourd'hui sur notre marché à nous, c'est de la vente consultative. Et la vente consultative, ça passe quand même par se poser les bonnes questions, comme je viens de le dire, créer un lien de confiance, essayer de comprendre comment l'autre fonctionne, quels sont ses désirs, ses motivations profondes, et après essayer de faire le lien entre là où il est, là où il veut aller, et de faire le lien à travers tes produits et services et tes prestations. Et donc pour ça, il faut quand même poser des bonnes questions, faire un minimum preuve d'empathie, et être dans la co-construction de solutions et dans la création de valeur. Si tu arrives et que tu essayes de dérouler un entretien, ouais, bon, ok, avec certains profils de clients qui ont tendance à se laisser driver, ça va marcher, ça va aller vite. Avec tous ceux quand on rentre dans une notion de profilage comportemental, les méthodes DISC ou HBDI, tous ceux qui rentrent pas dans ce moule-là et qui n'aiment pas se laisser driver dans un entretien, c'est mort. Aujourd'hui, donc toi, ça fait combien de temps, là, Victor, que tu formes aux techniques de vente? Ça fait une dizaine d'années. 10 ans. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon vendeur, en fait? Quelles sont les erreurs classiques que tu rencontres et quels sont les 3 ou 4 best practices ou savoir-être qui font que l'on devient très bon? Là, tu me mets un gros challenge parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, nous, on s'appuie sur une méthodologie américaine d'évaluation des compétences commerciales. Plus ou moins, j'aurais pu, tu vois, te répondre à cette question intuitivement il y a quelques années, mais aujourd'hui, on a vraiment les items, les indicateurs et des compétences associées et des stats. C'est-à-dire une photo sur qu'est-ce qui fait qu'au niveau mondial, là, les chiffres dont je parle, c'est basé sur plus de 2 millions d'acteurs commerciaux qui ont été évalués dans le monde, de tous secteurs confondus, B2B, B2C, et à différents échelons de la fonction commerciale. Et on estime que tu as 10 compétences plutôt techniques. Ça va aller de la capacité à savoir prendre contact, à savoir chasser, à savoir qualifier les opportunités, avoir une vente qui est basée sur un process, des étapes et la maîtrise de ce process. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont techniques, à 11 compétences qui sont mentales. Pour le coup, c'est vraiment du mindset et t'en as 6 qui sont vraiment très très fortes. C'est ce qu'on appelle l'ADN de vente. Et c'est cette capacité déjà à faire sauter tous les blocages, toutes les croyances limitatives. Parce qu'on en est tous bourrés en fait, il faut appeler un chat un chat. Même moi, des fois, ça m'arrive, je suis formé, je me forme en continu, je suis dans l'amélioration continue. Des fois, après des appels avec des clients, je m'auto-analyse et je me dis, ouais, là, je me réécoute et je me dis, là, tu as fait preuve d'un petit peu d'a priori, de préjugés, tu n'as pas vérifié en posant la bonne question si l'hypothèse sur laquelle tu parlais, elle était véritablement fondée, tu vois. Donc, croyance limitative, gestion du rejet, facilité à discuter d'argent. Après, la capacité des habitudes d'achat, c'est-à-dire la problématique, les gens aujourd'hui ont tendance à vendre comme ils achètent. Donc je vais assez vite, tu vois, mais je donne des insights qui sont intéressants, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Tu vois, cette capacité à se dire, moi, quand j'achète, en fait, au final, je négocie tout. Je négocie, j'ai tendance à toujours challenger les prix. Mais quand tu vends, tu as tendance à accepter que la personne, elle te challenge sur des objections prix. Tout ce genre de choses, en fait, toutes ces petits tips qui reposent sur des compétences mentales, si tu n'es pas déjà au clair avec ça, si tu n'as pas pris conscience de quels sont tes points de force et tes axes d'amélioration, tu vas être, peut-être ça va marcher un temps, tu vas te considérer comme un bon vendeur, mais tu ne feras pas partie du top niveau, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, le top 10 au niveau mondial, on retrouve les mêmes schémas et les mêmes notes. Il faut dépasser une certaine note dans les indicateurs. Si ça t'intéresse, je t'enverrai une photo, c'est assez parlant en fait, sur tous les indicateurs où tu as un code couleur. En fait, le jaune, c'est là où sont le ventre mou de la fonction commerciale. Le rouge, c'est des gens qui sont vraiment clairement pas faits pour ça. Soit il faut qu'ils changent de fonction, soit il faut qu'ils se forment. Et le vert, c'est le top 10% mondial. Donc ça permet déjà d'y voir clair sur si je veux m'améliorer dans cette fonction et être un bon vendeur, qu'est-ce qu'il faut que je modélise? Quelles sont les pratiques que je dois modéliser sur les meilleurs?
Et c'est pareil en fait dans la vente comme dans le sport de haut niveau, hein. Si tu veux devenir le meilleur tennisman, il faut modéliser les meilleurs. Mm. En effet, s'approprier le modèle, enfin, quand tu comprends le modèle, tu es capable de jouer avec un script, de l'adapter de manière dynamique euh, à ta personne. Je voyais tout à l'heure encore, j'ai ma collaboratrice qui faisait une vente, un closing, et qui suivait le script tel quel, sans l'adapter, parce que j'ai bien vu qu'elle n'a pas compris les différentes étapes du modèle. Euh, Aujourd'hui, comment tiens, voilà, si tu devais donner un conseil, tu vois, voilà, je t'ai exposé un des problèmes que je rencontre avec ma collaboratrice. Euh, Qu'est-ce que tu me conseillerais pour l'aider à s'améliorer? Ouais, bah, ça c'est un défaut majeur hein, qu'on constate. Alors déjà, c'est très bien parce que toi, tu as établi un process. Déjà, moi, je peux te dire la réalité de 90% des entreprises qui me contactent, ils ont une vision du process, mais ils n'ont pas posé de process avec les étapes cartographiées. Qu'est-ce qu'on met dans chaque brique? Quelles sont voilà, la prise de contact, un ou deux pitch, les questions de découverte, etc. Donc ça, ce que tu as fait, c'est très bien. Maintenant, si tu te retrouves avec un collaborateur, donc c'est peut-être quelque chose qui marche pour toi, en fait. Et c'est toi qui l'as créé, donc c'est normal. Quand tu passes dans une phase de délégation et de former et de monter en compétence un collaborateur sur la partie commerciale, il faut déjà effectivement lui expliquer à quoi ça sert. Donc, tu as le process, voilà, à quoi ça sert, telle brique, ben, ça va nous permettre de réaliser ça. On passe à la deuxième, ça nous permet de réaliser ça. Et derrière, bon, c'est bien la connaissance théorique, tu peux maîtriser le script, donc je te fais le parallèle, être le meilleur à l'entraînement à la salle. Mais après, par contre, quand tu vas en compétition, tu es une bille, tu vois. Et c'est pareil avec maîtriser la théorie et le process chez toi tout seul devant ton ordinateur et arriver à dérouler le process face au client. Et donc là, le gap, ça passe par des mises en pratique. Donc, ok, tu as compris, tu sais à quoi ça sert chacune des phases, tu es capable de passer d'une brique à une autre, donc de dérouler le processus jusqu'au bout. Maintenant, on va s'entraîner phase par phase et on va faire en sorte que, en fin de compte, tu sois à l'aise sur chacune des étapes et de plus en plus à l'aise de manière que tu sois dans la compétence consciente. Et après, on va muscler ça avec des trainings de manière à ce que, et de préférence, pas avec la même personne. Si tu fais des entraînements uniquement que toi avec elle, bon, ben, tu auras des schémas, mais il y aura entre guillemets, on rentre encore une fois dans cette logique de profilage. Donc les personnes n'ont pas les mêmes modes de communication, elles ne perçoivent pas les choses de la même manière. Donc il faut être tout terrain, il faut être un caméléon un peu de la vente. Donc la faire pratiquer et s'entraîner avec différentes personnes. Donc ça, c'est vraiment la partie training. Et une fois qu'on aura développé ça, compétence consciente et après compétence inconsciente. C'est-à-dire transformer ça en automatisme, en réflexes commerciaux. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes clients, hein, c'est on les forme sur la partie théorique. C'est bien, maintenant tu as compris, on passe en training. Et donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que ça devienne un automatisme, et c'est ce que j'appelle voilà, la compétence inconsciente, l'intelligence commerciale et situationnelle, cette capacité à sortir du process, de prendre les meilleures pépites du process et de pouvoir jouer la meilleure partie avec le client que tu as en face dans un contexte particulier. Puisque chaque vente est unique. Moi, la métaphore que j'utilise en interne, c'est que sur la procédure de vente, en fait, je parle du domino, tu vois. Est-ce que le domino est tombé? Ok, on passe au suivant, on passe au suivant, on passe au suivant. Ouais, Et carrément. tu vois, dans ma trame, et tiens, tu vas me dire à toi ton regard extérieur, ce que tu en penses. C'est que donc nous, on est sur des appels ou des gens qui ont regardé une masterclass, un webinar, donc qui sont plutôt bien éduqués. Et lors de l'appel, en fait, la première phase, on va qualifier pour voir si ça vaut la peine qu'on fasse l'appel jusqu'au bout. On utilise la méthode BENT, budget, autorité, needs et time. Et pour voir si ça vaut le coup de faire cet appel. Puis on leur dit directement, en fait, hein, votre temps est aussi précieux que le nôtre, donc avant de commencer, on va juste voir qu'on va faire un bon usage. Et donc on fait ça. Après, on vérifie le domino, son objectif. Est-ce qu'il veut rejoindre un programme ou est-ce qu'il veut juste des informations? Ouais. Et après, donc en fait, on utilise le modèle. C'est un modèle de coaching, en fait, que je trouve très approprié à la vente, en fait. C'est le modèle GROW. Tu en as déjà entendu parler? Non, non, non. G comme goal, R comme réalité, O comme obstacle et option, et W comme will. Et donc voilà, on leur demande c'est quoi leurs objectifs.
Ensuite, c'est quoi leur réalité? C'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas atteint leurs objectifs? Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent? De quoi ils pensent avoir besoin? Et là, en fait, tu vois, on les travaille quand ils donnent les besoins pour que les besoins qu'ils évoquent soient alignés avec ce que nous, on est capable de proposer. Et si on voit que c'est aligné, on leur dit super, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, est-ce que tu veux que je t'en parle? Et là, en fait, on présente notre offre en donnant le prix tout de suite d'abord. On Ouais. présente. Euh, est-ce que tu as compris tout l'intérêt de cette offre? Oui, Ah vas-y, oui. explique-moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dedans? Ça va changer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi dans celle de ceux que tu aimes? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi en secret? Comment tu sens à cette idée? Et là, s'il dit oui, ok, mode de paiement et puis là, traitement des objections. Qu'est-ce que tu penses de cette trame? Qu'est-ce que tu changerais en fait? Il y a beaucoup d'ingrédients. Je pense que ce que tu m'as dit, il y a beaucoup de bons, en fait, rien à ajouter. Après, tout est dans le déroulé et dans la capacité à extraire ces informations. Donc là, ça va passer par poser les bonnes questions. Alors, le premier point moi, qui m'a plu, on va commencer par la base, c'est la qualification. Et ça, tu vois, bon, en tant que tu es aguerri et que tu connais un peu le truc, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont tellement cette peur de ne pas faire une vente, qui partent tout feu tout flamme dans l'entretien et ils essayent de forcer le truc et ils oublient de qualifier. Et ils oublient cette logique que tu l'as dit, leur temps est précieux, celui de leur client est précieux. Et si on s'aperçoit que ça ne matche pas, c'est pas le bon contexte, c'est pas il n'y a pas d'urgence à agir, il n'y a pas de douleur, ou il n'y a pas de motivation profonde, ou on n'en fait pas, hein, ça arrive, le produit ou service idéal qui va correspondre, ça ne sert à rien de bouffer du temps. Parce que le temps qu'on bouffe, c'est de la rentabilité. Moi, je parle toujours de rentabilité de l'action commerciale. Si mon temps, l'usage de mon temps n'est pas le mieux investi dans un entretien, je ne fais pas l'entretien. J'ai cours au bout de 5-10 minutes, ça m'est arrivé, c'est des gros en plus, hein. La chaîne de l'Orange Bleu qui m'a contacté, et je te parle parce que c'était cette semaine, qui m'a dit ouais, on aimerait avoir votre proposition, on vous suit sur YouTube par rapport à tel et tel sujet. Je pose 5 questions et je m'aperçois que voilà, c'est pas la décision, elle va passer devant un conseil d'administration, il y a déjà des autres concurrents, etc. J'ai pas envie de rentrer dans cette course-là. Donc je fais quoi? Je m'extrais de l'équation et je dis bah écoutez, voilà, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied et autres, donc je détourne le problème et je clôt le deal. Donc si tu veux, faut pas avoir peur dans une logique d'efficacité commerciale. Quand tu sens que ça va trop traîner ou ça va pas se signer tout de suite, de décaler et de sortir pour se concentrer sur des deals qui peuvent se signer tout de suite. Donc le premier point que tu as dit, il est très bon. Après, la logique d'entretien, elle est bonne également parce que voilà, tu vas chercher quels sont ses objectifs à lui, quelle est sa situation. Je ne l'ai pas entendu et tu m'as demandé qu'est-ce que tu pourrais améliorer. C'est dans quelle est sa situation actuelle, quels sont ses objectifs, on est sur présent et futur. Et moi, ce que j'aime bien aller chercher, c'est le passé. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Pourquoi vous avez pris ce rendez-vous? Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, que vous n'avez pas atteint vos objectifs en fait tout seul? Et tu vois, tu vas J'ai compris. chercher en fait combien la personne elle a dépensé, dans quel état d'esprit émotionnel elle est, quel est le coût des conséquences négatives, etc. Qu'est-ce qu'il veut éviter de reproduire donc s'il prend une mauvaise décision. Tout ça, c'est des leviers aussi qui vont pouvoir te servir dans l'argumentation, le traitement des objections. Donc, je fais le lien avec ce que tu m'as dit qui est très bon, mais j'ai pas entendu ça, donc peut-être il y a un travail à effectuer là-dessus. Après, le petit switch de OK, je pose des questions, je récupère de l'information et je te tends le micro, maintenant je te demande qu'est-ce que tu as compris de la solution et qu'est-ce qui te plaît dans la solution. C'est très bien parce que ça lui fait s'approprier la proposition que tu lui fais en fin de compte. Et tu lui demandes de te vendre ta propre solution. Vends-moi l'idée de travailler avec moi. Donc ça, c'est très bien et c'est habile commercialement. Donc ta méthode, elle est très bonne. Euh, Après, on rentre toujours dans l'urgence. Je ne l'ai pas entendu, mais bon, en même temps, on est sur. Tu me fais un raccourci, donc j'imagine que tu le travailles aussi. Mais quel est le degré d'urgence à agir, en fait? Voilà, qu'est-ce qui va se passer si vous vous trompez de décision? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne changez rien dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? En gros, tu veux quantifier la douleur. Ça, c'est ce que nous, on a dans le jargon purement commercial. Quantifier la douleur pour le pousser, en fait, lui-même à admettre qu'il faut passer à l'action rapidement. Et si tu n'as pas ça, si le client ne verbalise pas ça, tu dois le savoir par expérience, c'est des décisions qui vont traîner en longueur. On va avoir des clients un peu anguilles qui vont chercher à botter en touche sous des faux prétextes. Pour moi, s'il y a un domino si tu fais pas tomber tous les dominos un par un et qu'il en reste un debout,
le prospect, en fait, il va utiliser ce domino, rester debout pour Ouais. revenir derrière. On a une approche qui est assez similaire. Toi, tu parles de domino et moi, je suis dans une logique de faire passer le courant de A à Z, donc du tableau à l'ampoule. Et ça va passer par tout un tas de... Il va falloir joindre et à un moment donné actionner pour faire en sorte que le courant puisse passer à l'étape d'après. Et c'est pareil que ta logique de domino, c'est que tu vas pas pouvoir arriver à l'ampoule si jamais à un moment donné, il y a une rupture de courant à un endroit. Il y a, tout à l'heure, tu as dit un truc qui me conforte et qui en même temps, enfin, tu vois, avec lequel je suis pas très à l'aise. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, ça arrive des fois que j'ai des gens qui bookent un appel et en fait, ils n'ont pas été nurturés, ils n'ont pas regardé le webinar, ou, tu vois, et en fait, je sais que si je veux qu'on le close, faut qu'on lui fasse tout le pitch de vente. Or, pour moi, c'est pas du closing. Enfin, ça, c'est pas, tu vois. Moi, j'aime bien que ce process soit fait par mes tunnels, comme tu le fais toi d'ailleurs. Ouais. Et très bien d'ailleurs. Vous irez voir le site de Victor, rentrez dans ces tunnels, vous allez voir, c'est vraiment un super marketeur. Et aujourd'hui, justement, quand tu te retrouves au téléphone avec quelqu'un sur un appel de vente et que tu te rends compte qu'il n'est pas nurturé du tout, Ouais. comment tu le remballes gentiment? Tu vois, c'est l'exemple que je t'ai cité, mais j'ai fait volontairement court, avec l'exemple de l'orange bleu, mais il y en a plein. Le projet est beau parce qu'ils me disent: «Voilà, on veut, en fait, on a un projet de vente additionnel, et on veut déployer ça sur tous nos» c'est une franchise, donc partout en France et cetera. Sur le papier, la prise de contact, quand ils prennent contact avec moi, je te dis: «C'est bien». C'est un truc, un lead qui est servi, il y a un gros projet derrière, donc ça se chiffre en plusieurs dizaines, voire centaines de KE. Mais tu t'aperçois très rapidement en posant quelques questions que voilà, c'est pas hyper qualifié et qu'en plus, c'est pas que c'est pas closable, c'est que ça va demander de l'effort. Effectivement, ça va demander de passer du temps, on rentre dans une logique où il faut un appel d'offres, de cahier des charges, se différencier des concurrents. Moi, aujourd'hui, dans la logique de ce que tu viens de dire, j'ai plus le temps de faire ça. J'ai pas envie, j'ai pas l'énergie à consacrer, je préfère me concentrer sur des affaires faciles qui vont élaguer mon pipeline des ventes. Et donc, comment tu le remballes gentiment pour reprendre tes propres expressions? Tout simplement, moi, j'explique que, en fin de compte, c'est prématuré. C'est prématuré qu'on travaille ensemble et qu'il manque des ingrédients qui vont nous permettre potentiellement de gagner du temps par la suite. Et que je me propose de lui envoyer des informations qui vont lui permettre de faire maturer sa prise de décision, d'avoir une meilleure vision de ce qu'il veut. Et également, je lui propose, puisque là c'était le cas, hein, il avait des offres de la concurrence, d'avancer avec eux. Et s'il trouve chaussure à son pied, je dis voilà, moi je vous souhaite que trouver chaussure à votre pied. Je vous mets par contre en garde sur un ou deux points. Je lève toujours des warnings sur des points qui vont faire la différence, c'est-à-dire qui me permettent à moi de rester dans la course parce que au final, les gens cherchent toujours à travailler avec des spécialistes et pas des généralistes. Or, la plupart des offres sur le marché, c'est souvent des généralistes. Et il y a très peu de gens qui sont très pointus dans leur domaine et des spécialistes. Donc, si tu lèves des warnings sur des trucs qui sont hyper pointus et qui peuvent faire mal, et que les concurrents ils sont pas allés sur ce terrain-là ou ils l'ont gardé sous le coude parce que c'est un peu dangereux, toi, tu restes dans la course et tu permets à l'interlocuteur de rentrer dans du nurturing. Tu vas l'envoyer après vers des liens ou vers des infos, de lui envoyer des livres blancs. Et peut-être tu le reprendras un petit peu plus tard, mais tu perds pas toi ton temps à rentrer dans son calendrier à lui, en fait. Tu l'obliges à rentrer dans ton calendrier à toi, qui est de revenir quand il est mûr. Tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est ce que je fais. Mais j'ai toujours perdu les prospects à chaque fois, hein. C'est-à-dire que, bon, j'ai gagné du temps. Ouais. Je donne une masterclass, un webinar, une vidéo, un PDF ou quoi, mais jamais ils reviennent. Alors, là, on rentre dans une logique aussi, parce que j'ai pas fait le disclaimer, mais moi j'ai une vision qui est ultra limpide là-dessus. C'est le 100% dans la vente n'existe pas. Donc moi je suis à l'aise avec ça. Après, il y a plein de gens qui vont dire: mais non, Victor, tu déconneries, moi j'ai toujours fait du 100%. Ouais, ok, explique-moi ton business model. Les mecs qui se concentrent sur une cible ultra réduite avec des critères bien précis, oui, effectivement, tu peux faire du 100%. Moi je parle quand on élargit un peu le scope, etc. Et si on prend toutes les demandes que l'on reçoit, le 100% n'existe pas. Et donc moi, je suis à l'aise avec ça, c'est-à-dire que ce que je viens de dire, je suis prêt à perdre un deal parce que je sais que le temps que je vais économiser sur ce deal-là, je le récupère sur d'autres où c'est décuplé, l'effet de levier est décuplé. Donc, tout ça pour dire que si tu as perdu en fait ces affaires-là, les renvoyant sur du nurturing, bon, c'est pas très grave au final parce que tu as mis ton temps à profit sur d'autres choses, j'imagine. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, Par, c'est le par concept contre, d'écologie, c'est moi, ouais, en fait. ouais, ouais, ouais.
Non, mais c'est très habile, hein, on se retrouve sur ce sujet-là. Moi, j'ai une écologie et mon temps vaut de l'argent et c'est de la santé mentale aussi. J'aime pas être surchargé de deals dans mon pipeline, surtout si c'est des deals à faible valeur ajoutée. Donc j'ai lag. Je Et du suis coup, comment on devrait faire? Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui est consultant en marketing digital, tu vois, il a une web agency et il veut chasser du grand compte. ouais. Parce Là que là, là le jeu, il change complètement, quoi, tu vois. J'ai signé quelques grands comptes et c'était la misère, quoi. Il fallait le PowerPoint, il fallait le devis, il fallait que je parle d'abord au directeur commercial, puis après au comité d'achat, puis après au PDG. ouais. Et en fait, j'ai vu que pour que la vente se fasse, il fallait que chacun arrive à retranscrire mon discours tel que je l'avais fait initialement. Ouais, ouais, ouais. Franchement, Tu mets le doigt sur un truc, tous les conseils que j'ai donnés sont valables, c'est toujours un rapport de force, sont valables si tu reçois une quantité de leads suffisante ou si tu es minimum connu ou tu as du trafic ou tu fais de l'acquisition publicitaire, bah, tu peux te permettre quand tu as du volume de faire le difficile. Si la situation est inversée, c'est-à-dire si tu démarres ou si tu es dans un business model où tu as besoin de bosser avec des cibles stratégiques, typiquement avec des grands comptes, bah, là effectivement, voilà, on arrive dans une logique de clients idéaux, de shortlist. Je sais pas, admettons, tu as 100 cibles stratégiques sur ton marché, bah, tu as pas l'opportunité, et le luxe de te dire: «Je vais faire le difficile et je vais lui dire, bah, je vous envoie du nurturing et revenez vers moi quand vous quand vous êtes un peu plus, équipés», non. C'est à toi effectivement de rentrer cette fois-ci, tu fais mais c'est un choix conscient, hein, d'accepter de rentrer dans le calendrier du prospect, de rentrer dans une logique de compétition parce qu'il va te mettre en compétition avec, la concurrence et là, tu rentres dans une logique véritablement d'étape. Il y a des étapes à franchir et tu vas devoir, maximiser tes chances, donc jouer la meilleure partie sur chacune des étapes. Et là, ça veut dire que, bah, il faut faire une analyse, presque stratégique, sur, voilà, déjà aller chercher les informations, tout ce dont tu disposes sans même avoir un contact avec ton interlocuteur. Faire un travail de sourcing sur Google, sur les réseaux, donc toute l'information qu'on appelle l'information blanche, en fait, qui est facile à récupérer pour cartographier quelles sont les parties prenantes, cartographier quel est le pouvoir de décision un peu ou la hiérarchie de chacun, qui pourrait te mettre en relation pour aller chercher de l'information grise, c'est-à-dire avec LinkedIn, voir un peu quels sont les cercles, quels sont les contacts de niveau 2, qui tu pourras approcher, qui peut avoir un pouvoir d'influence pour te donner des infos sur ta cible et savoir un peu voilà, quels sont ses besoins et ses motivations profondes et ce qui le fait vibrer dans la vie. Donc tu rentres vraiment dans un truc où tu vas chiader ta vente. Tu vas faire un travail de préparation solide, tu vas faire tes devoirs. Un, ce que je sais. Deux, ce que je veux savoir, ce qui me manque sur ma cible, pour pouvoir bien présenter mes solutions et mettre en avant mes avantages concurrentiels exclusifs, si j'en ai. Et trois, comment je vais aller chercher ces infos? Est-ce que je me liste les questions et j'essaye d'avoir un entretien téléphonique avec un interlocuteur décisionnaire ou alors avec quelqu'un qui est moins bien positionné dans l'organigramme mais qui est plus accessible, qui va pouvoir nous donner des infos? Est-ce que ça va être par mail, sur LinkedIn? On est dans une logique également de 360 parce que c'est difficile de toucher des décisionnaires, donc on va faire ouais, de l'email, on va faire du téléphone, on va faire du LinkedIn, on va faire des publicités en retargeting. On va essayer d'être omniprésent auprès de notre cible. Et voilà, on va jouer, on pourrait aller loin, mais pour raccourcir un peu l'interview, on va essayer vraiment de bétonner, en fait, de mettre le paquet sur l'action commerciale à chaque instant T pour, hop, faire basculer l'interrupteur dans le verre et passer à la suite. Et à un moment donné, quand tu es un bon professionnel dans ton domaine, si tu mets plus d'énergie et de persévérance, la vente, c'est un marathon, c'est pas un sprint. En règle générale, tu vas te retrouver tout seul dans la course au bout d'un moment où tu vas éliminer la concurrence. supposons il y a ton fils, il a 25 ans, il a lancé son business et il dit papa, comment je fais pour trouver des clients? Comment je fais pour trouver et signer des clients? Mon Quel, fils, vas-y, je te laisse finir. quel est le process que tu lui donnerais? Bah, mon fils, les clients sont partout, je vais lui dire. Et c'est ce que je dis à mes clients. C'est la véritable question, c'est OK, qu'est-ce que tu vends? Sur quel marché? À qui ça s'adresse?
À partir de cette analyse-là, ben, on peut savoir voilà, quelle est l'approche qu'on va privilégier. Est-ce qu'on va plutôt développer effectivement du contenu un peu à la sauce de ce que je fais ou de toi ce que tu fais à ton périmètre pour faire venir les clients à nous? Est-ce qu'on va chercher à aller plus vite? On va faire de l'acquisition, de l'advertising comme tu maîtrises mieux que quiconque et on va faire des publicités ciblées par rapport à un avatar et on va essayer de le toucher par là? Ou est-ce que au final, on est sur plutôt du B2B, des cibles stratégiques. On ne va pas se dire, OK, ben, je vais utiliser des outils d'intelligence commerciale, des outils de sales intelligence comme Corporama, Mlist, Sparklane, où on va rentrer un peu la configuration de son client idéal par rapport à, je ne sais pas moi, un volume de chiffre d'affaires, un nombre d'effectifs dans l'entreprise, un secteur géographique. Tu vois, on va élaguer au maximum et on va avoir une shortlist. Et cette shortlist, on va vraiment creuser et comme je disais tout à l'heure, rentrer dans une logique de préparation pour faire en sorte que quand la personne, on l'a au bout du téléphone, ben, elle est tout de suite perçue la valeur ajoutée. Elle n'est pas prospectée par une entreprise lambda. En fait, les mots, donc le copywriting, le marketing et les éléments commerciaux qu'on utilise sont hyper calibrés et ça fait écho à son contexte, à ses challenges, à ses objectifs, parce que ben, on a pris le temps de regarder son site, ses réseaux, ses posts, on sait sur quel sujet elle est en ce moment, et donc voilà, on a des échanges tout de suite qui sont de notre calibre que ce qu'on pourrait avoir avec la Donc, prospection générique. ce dont tu parles là, c'est d'une démarche quand même proactive, où c'est toi qui vas vers les entreprises. Ouais, c'est toujours pareil, en fait, j'ai cité les deux. À la fois le push, ça c'était plutôt la fin de mon laïus, et au début c'était faire venir les clients à soi, donc développer, comme j'ai dit, soit du marketing de contenu, parce que voilà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ben, sur tous les marchés, plus tu produis du contenu à valeur ajoutée, plus tu attires des gens à toi et tu constitues une audience. Et cette audience-là, ben, il va y avoir mécaniquement des gens qui t'achèteront jamais rien, mais des gens qui vont vouloir aller plus loin avec toi. Et donc, ils vont soit acheter si c'est des produits à faible valeur ajoutée, soit prendre des rendez-vous si c'est pour des accompagnements ou du high ticket, comme tu disais au tout début, ou du sur-mesure. Et de la même manière, tu peux prendre. Ça, c'est moi, c'est ce que j'ai utilisé au départ, mais c'est le chemin le plus douloureux parce qu'il y a quand même, voilà, il faut produire, reproduire, reproduire, et le retour sur investissement, il est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, surtout qu'on est dans l'infobésité aujourd'hui. Ou alors tu prends un raccourci et tu fais, comme je dis, est-ce que toi tu fais le mieux, c'est tu fais des pubs et tu mets un petit billet sur la table et tu regardes si tu arrives à capter des gens dans tes listes email ou à faire venir des gens sur des webinars. Et tout de suite, tu essayes d'avoir un message marketing qui convertit, c'est des tunnels de vente. Mm. Dans ton livre, tu parles beaucoup des tunnels. J'avais kiffé, hein. Franchement, tu es vraiment un très bon marketeur, hein, Victor. Vraiment. Ouais. Ok, cool. Et je t'ai entendu parler d'outils, en fait. Quels sont les outils tu as donné trois outils. En fait, je connais que l'Emlist, que j'ai découvert la semaine dernière là, dans une interview avec Sébastien Tissier, qui a sorti l'outil Scrap.io. Je ne sais pas si tu connais. Ça me parle de nom, ouais. Ouais. En fait, tu rentres un métier, plus une ville, et puis il te sort toutes les fiches, un audit en fait de toutes les entreprises qui correspondent à ce métier, et puis il te dit s'il y a un pixel Facebook, quelle est l'adresse, quel est l'email, quel est le numéro de téléphone, formulaire de contact, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube, est-ce qu'il y a un compte Insta, ou tu vois, histoire d'avoir un audit comme ça, et puis pour les prospecter en disant j'ai vu que vous aviez pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais carrément, aujourd'hui, ça va tellement vite, il y a tellement d'outils en mode SaaS qui sortent, etc., que c'est presque magique. C'est pour ça que je disais au tout début, les clients sont partout. Après, c'est l'art et la manière d'entrer en interaction et de les cibler. Moi, les outils que je t'ai cités, donc c'est vraiment pour de la prospection en B2B sur des cibles stratégiques. C'est Corporama. Corporama, parce qu'il est hyper abordable. À moindre échelle, tu peux avoir la version Sales Navigator de LinkedIn qui te permet d'avoir quelques filtres aussi pour arriver à prospecter. Tu as, alors non pas l'Mlist, mais Mlist, Mlist de Ok. Manageo. Ça, c'est parce que tu vois, c'est l'accent qui t'a fait partir sur un autre outil. Et après, tu as, par contre, voilà, les budgets sont pas les mêmes. Sparkline for Sales ou Nomination, qui sont des outils un petit peu plus, à budget un peu plus conséquent. Mais pour les gens qui font vraiment, qui ont, comme je disais, voilà, sur des cibles très stratégiques du grand compte, ça peut avoir une logique c'est des outils qui apportent du retour sur investissement, hein, et qui permettent, en fait, la valeur ajoutée de ces outils-là, c'est les signaux d'affaires.
le nombre de critères. Tu vois, par exemple, sur Corporama, c'est énorme de voir tous les critères que tu as. Tu as la taille du chiffre, la santé financière, le résultat net, est-ce que elle est solvable, est-ce qu'elle vient de lever des fonds, est-ce que il y a une nouvelle implantation dans une nouvelle zone géographique, est-ce qu'elle recrute, est-ce qu'elle licencie, est-ce qu'il vient d'avoir une nouvelle nomination au niveau de la direction générale, commerciale, marketing, par mots-clés sur les réseaux sociaux, donc pour tout ce qui va être secteur, je sais pas moi, du luxe ou aéronautique ou que sais-je, tu vois, tu peux arriver à rentrer un max de filtres qui fait que tu as vraiment une shortlist hyper qualifiée. Et quand tu as une shortlist hyper qualifiée, ben voilà, tu peux, en cliquant, arriver à regarder sur la fiche, trouver les principaux décisionnaires, arriver après sur LinkedIn à regarder ben voilà, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur actualité, qu'est-ce qu'ils ont posté. Tu rentres dans une prospection qui est voilà, de plus haut niveau et où tu vas pouvoir tout de suite positionner la valeur dès les premiers mots. Tu vas construire ce que j'appelle un pitch contextualisé. Et donc là, ça frappe, ça percute dès les premiers mots parce que la personne sait que tu n'es pas là par hasard en fait. Elle a compris en quelques mots que tu sais ce qu'elle fait, dans quel contexte, tu sais dans quel challenge elle est, qu'est-ce qu'elle cherche à réaliser ou qu'est-ce qui l'empêche de dormir en ce moment. Et potentiellement, si elle a compris ça, elle va t'accorder 2 minutes de plus parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'il a me proposé, ça doit avoir une valeur ajoutée. Là, ce scénario-là, c'est là que tu m'as dit, ouais, les signaux et tout. J'ai l'impression que c'est réservé quand tu chasses du grand compte, non? Pas forcément, j'ai même des clients, tu vois, qui font de la PME ou de la TPE, mais qui veulent se différencier parce que, par exemple, ils ciblent toutes les TPE dans un secteur géographique et il y a de la concurrence. Bah, comment tu te différencies de la concurrence et comment tu fais pour avoir un créneau d'attention? Bah, ça passe par voilà, la qualité de ta prospection et la qualité de ta prospection, elle passe peut-être par sélectionner un ou deux signaux. Donc, par exemple, je sais pas moi, des TPE qui se sont créés depuis moins d'un an ou 2 ans, qui ont moins de X salariés, qui font plus de tel chiffre d'affaires, ben, boum, tu as ton listing et derrière, tu vas appeler et tu vas tout de suite rajouter dans ton pitch que tu t'adresses que aux TPE qui font plus de temps et qui sont positionnés dans telle ville. Hmm. Et tu te différencies. De manière à montrer qu'on est vraiment très spécifique, quoi. Ouais, ça sert à ça. Effectivement, ça a beaucoup plus de valeur ajoutée pour des grands comptes, mais en B2B, ça a quand même de la valeur ajoutée, quoi que tu fasses, si tu cherches à cibler du B2B en mode push. Aujourd'hui, qui sont tes clients idéaux à toi? Qui est-ce qui vient dans tes séminaires et qui achète tes formations? Ça a un petit peu changé parce que historiquement, moi, je bossais beaucoup justement avec des grands comptes et avec des multinationales qui avaient des forces de vente, des équipes commerciales, qui voulaient que je les forme ben, justement pour des problématiques de closing, pour monter en compétences commerciales, mais je me suis réorienté au fil des années. Et aujourd'hui, la cible avec laquelle j'adore travailler et ce qui me fait kiffer, c'est tout ce qui va être entrepreneur et porteur de projets, donc des gens qui étaient dans salariés, par exemple, qui se reconvertissent et qui veulent vivre de leur savoir-faire, de leur expertise, ou des entrepreneurs qui galèrent un petit peu et qui sont confrontés à la concurrence, à la conjoncture économique, pour qui c'est presque un enjeu de vie ou de mort, tu vois, de développer ces compétences commerciales pour aller faire du business, pour pérenniser leur activité. Donc c'est vraiment eux que je cible aujourd'hui, c'est des entrepreneurs ou des TPE qui veulent en fait dormir plus tranquillement, être 100% à l'aise dans l'action commerciale et arriver à générer ce que j'appelle des ventes prédictives, c'est générer des ventes stables, prévisibles et durables. Hmm. À travers un système de vente qui tourne. Ouais, l'idée c'est d'apporter en fait toutes les méthodes, les process que d'habitude c'est plutôt des grandes entreprises, des multinationales qui travaillent comme ça, d'apporter tout ce savoir-faire, cette expertise à des plus petits acteurs et qui se familiarisent avec à la fois ce qu'est un process de vente, s'entraîner à dérouler pour être totalement à l'aise comme je le disais, faire aussi un travail pour faire sauter les blocages, hein, parce qu'en France beaucoup de gens ont un blocage avec la vente, donc il faut déverrouiller un peu tout ça. Et après, faire en sorte également, on rentre dans des notions de stratégie, d'organisation, tout ce qu'on a pu discuter autour du pipeline des ventes, de la bonne hygiène, concentrer son temps au bon endroit, pas accorder le même temps et la même importance à tous les clients. Donc, tu vois, il y a plein de trucs que j'apporte à ces clients-là c'est des game changers parce que ça révolutionne un peu leur manière de travailler et ils se sentent plus efficaces et plus à l'aise dans l'action commerciale.
C'est quoi le blocage de mindset que tu vois le plus souvent? Il y en a ceux qui reviennent le plus, c'est ouais, mais moi je suis pas commercial. C'est des gens qui ont une expertise technique et qui disent: ben voilà, moi je veux pas faire le commercial, je suis pas commercial, j'ai pas de compétences commerciales». Il y a cette image en fait, cet imaginaire collectif que soit tu nais bon vendeur, soit tu peux pas le devenir, tu vois? C'est le mythe du vendeur, qui est capable de vendre des glaçons à des esquimaux. Donc il y a un peu cette connotation de l'image négative alors que au final, moi, le vendeur, pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est quelqu'un qui est capable d'aider quelqu'un à atteindre ses objectifs et ses motivations. Donc ça, c'est le premier blocage. Le deuxième, c'est, j'ai envie de dire, il y en a tellement, tu vois, je me mélange les pinceaux, mais heu, bah, j'ai un trou. Ok? C'est ça la magie du live. Tu vois, moi, je dis à mes collaborateurs euh, sur l'appel, si c'est un produit à 2000 balles, en fait, je leur dis c'est encaissement immédiat. Ouais, Si c'est 10 000, ok, je veux bien faire un R2. Euh, et je vois bien un blocage qui revient souvent, c'est qu'ils ont peur de prendre la CB par téléphone pour un encaissement immédiat. ouais. Et j'ai trouvé que c'était. Donc, je rencontre ça aussi avec les clients que j'accompagne. Et j'ai remarqué que ceux qui ont peur de prendre la CB ou de prendre un paiement immédiat par téléphone sont ceux qui n'osent pas acheter tout de suite quand eux-mêmes se retrouvent au bout du fil. Ouais, tu fais le lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, avec les habitudes d'achat. C'est effectivement les habitudes d'achat, on le retrouve souvent, ce blocage, c'est, on vend comme on achète. Tu as très peu de gens qui sont en capacité, moi c'est mon cas, de faire ce switch mental entre: «OK, j'achète et peut-être, bah, je négocie tout ou j'essaye toujours de faire la meilleure affaire possible. Mais quand je vends, bah, je cautionne pas forcément que les gens essayent de négocier, je tiens des positions dures, je lâche le moins possible». La plupart des gens, en fait, pour arriver à résoudre cette problématique, il faut qu'ils changent leur manière d'acheter. C'est plus Mm. simple pour eux que de faire une dissociation. C'est de se dire: «OK, si je veux que les gens prennent des décisions rapides et sortent la CB et peu importe si c'est 2 000 ou 10 000, et que je sois à l'aise avec ça, moi, je dois être en capacité, quand je suis confronté à un acte d'achat de 2 000 ou de 10 000, de prendre une décision rapide et sans négocier». Ça, c'est ce qui demande le moins d'efforts psychologiques. Après, bien évidemment, tu peux avoir, comme je disais, le switch mental de se dire: «OK, je suis pas la même personne quand j'achète et quand je vends. Je ne tolère pas auprès des gens ce que moi je me permets de faire quand je suis en situation d'achat», tu vois? C'est fascinant. Je ne pensais pas que c'était possible en fait d'avoir cette dualité en fait. Ouais, tout est possible, hein. Je pense que dans l'entrepreneuriat et après au niveau mental, tout est possible. Tu m'as rappelé tout à l'heure, tu m'as posé une colle, parce qu'il y a tellement de blocage mental que je m'y perds, mais c'est vraiment les croyances limitatives. Tel produit se vend pas à tel type de personne. Tel, ticket moyen, ça se vend pas par téléphone. Tel truc, ça se vend pas par email. En fait, les gens sont bourrés de préjugés, d'a priori et c'est pour ça que je disais qu'il y en a plein et que j'ai calé. C'est, en fait, le meilleur remède, c'est de se dire: «Je ne sais pas ce que je ne sais pas» et donc de partir du principe qu'on va poser des questions. OK, dans quelle situation vous êtes? Qu'est-ce que vous attendez? Quel est le en termes de budget, qu'est-ce que vous aviez en tête? Qu'est-ce que vous avez essayé avant de me rencontrer? Combien ça vous a coûté? Enfin, tu en as des centaines, des questions puissantes, ce qu'on appelle des questions ouvertes calibrées, qui vont permettre de mettre à mal tous ces préjugés et ces a priori dont on est bourré. Et comme je disais au début de l'interview, si jamais tu te rappelles, voilà, on est tous confrontés à ça. Si tu fais attention et tu es assez lucide, tu enregistres tes appels, tu te réécoutes, tu vas dire: «Ouais, il y a un moment donné, je suis passé à côté d'une info que le client m'a donnée. Je suis allé trop vite parce que j'étais enthousiasmé ou j'ai voulu lui proposer mon truc. J'ai pas entendu tel mot qui aurait dû déclencher telle question pour me permettre de creuser ce point et ça m'aurait peut-être fait gagner 10 minutes ou 15 minutes dans la vente». Mm. Donc moi, je bataille avec ça, en fait. C'est vraiment, sur le au mot près, dans les détails. C'est ça l'efficacité commerciale et ce qui permet de raccourcir les cycles de vente. C'est d'entraîner son cerveau et d'entraîner ce muscle qu'est, l'intelligence commerciale et situationnelle pour faire en sorte que les réflexes soient tellement aguerris que tu loupes le moins de trucs possible. Mm. J'ai une belle question puissante pour toi. Supposons, il y a ta femme, elle lance un business de coaching. Et dis, ah mon chéri, tu peux me faire mon script de vente? Comment tu vas t'y prendre? Quelle va être ta stratégie pour créer, poser les bases du script, puis
l'améliorer, l'optimiser. Yes. Ouais, je vois que tu as des questions qui sont assez puissantes. Allez, on va rentrer dans le jeu. Moi, comment je procède avec tous mes clients, donc si c'est ma femme, ça sera pareil parce que je vais essayer de garder un certain professionnalisme. J'essaye toujours déjà d'analyser un peu dans quel marché je me situe. Ok. De quoi on parle, quel est le marché, quels sont les produits et services existants, quel est le produit ou service que toi tu veux vendre, quel est son positionnement, quels sont les facteurs de différenciation, quels sont les avantages concurrentiels exclusifs. J'essaye de défricher et de me mettre en fait en tête quelle est la demande. Et après, je fais un effort cérébral d'empathie. Que recherche la demande? Alors, peut-être ça passe par de quoi elle se compose, la demande. Tu as différents types d'acheteurs. Mais voilà, quelle est la cible? Quel est mon client idéal? Dans quelle configuration il est? Qu'est-ce qu'il a essayé avant de me rencontrer ou de savoir que j'existe? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Tu vois, toutes ces questions en fait que tu connais toi aussi. Et derrière, je me dis, OK, il est dans un certain niveau d'information et moi, je veux l'amener dans un autre, à passer, à monter, à gagner de l'information, à passer dans une autre dimension pour prendre la meilleure décision pour lui. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'il prenne en considération? Et ça va passer par quoi? Donc de là, on rentre dans une logique d'entretien. Logique d'entretien, je démarre du départ. Quel est le pitch? Qu'est-ce qui va me permettre, en une ou deux phrases, de lui démontrer qu'il y a une valeur ajoutée à ce qu'on prenne du temps pour échanger? Et donc là, je vais me raccrocher mécaniquement à ce que j'aurais identifié sur le marché. C'est-à-dire, par rapport à la plupart des solutions qui existent sur le marché, peut-être qu'elles ont des freins, en fait, ces solutions. Elles ont des inconvénients. Comment moi, je peux me positionner en montrant que ma solution, ben, elle passe outre tous ces inconvénients-là? Ou peut-être que ma solution, elle permet d'aller plus vite, plus fort que la plupart des solutions. Et donc ça, je dois le verbaliser. Donc je vais rentrer dans une optique de mettre 1, 2, 3, 4, 5 pitchs avec à la fois une notion de promesse de bénéfice, moins les contraintes habituelles du marché, quelle est la cible à laquelle ça s'adresse, et je vais arriver à formuler des combinaisons comme ça. Après, le but du jeu, ben, c'est la première étape, donc il faudra le tester. Donc ça, c'est la deuxième phase, mais je te tease juste. Après, donc, le pitch. Le pitch, si on a gagné l'intérêt du client, ben, voilà, qu'est-ce qu'on voit dans cette logique de bien investir son temps? Comment on va qualifier qu'il y a un intérêt à ce qu'on aille plus loin? Et qu'on ne parte pas dans une vente où on va présenter pendant 3 quarts d'heure un truc qui n'intéresse pas la personne ou qu'elle ne peut pas acheter. Parce que c'est peut-être pas le bon décideur et tu t'en aperçois à la fin. Donc, quelle question de filtre, de qualification je vais poser? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur mon interlocuteur? Donc, je me listais allez, un mini diagnostic commercial d'une dizaine de questions dans lesquelles piocher pour, en situation, pouvoir le faire valider que notre temps à tous les deux, il est bien investi et on passe à l'étape d'après. Après, 3, la boîte à outils. Quels sont le top 10 de mes arguments en mode caps on case, donc très rapidement, caractéristiques, avantages, bénéfices et une preuve. Et pour tous les leviers du son case, donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. J'essaye d'avoir en fait la boîte à outils la plus complète pour que moi je puisse piocher en situation et dire ben voilà, venez de me dire que vous, ce qui vous intéresse par rapport à vos objectifs, c'est de résoudre tel problème. Et personnellement, vous avez un intérêt parce que ça va vous permettre d'obtenir une prime ou de partir en vacances sereinement avec votre femme, etc. Ben, notre solution, elle me paraît hyper adaptée. Parce que, voilà, et là je pioche le bon argument dans la bonne case qui va faire mouche avec une preuve qui permette de faire tamponner et certifier. Donc, tu vois, je prépare brique par brique mon process. Ce qui vient après ça, c'est quoi? C'est le traitement des objections. C'est OK, qu'est-ce qui pourrait, quand j'ai pioché mes arguments qui font mouche, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Je fais cet effort d'empathie de me mettre dans la tête de la demande. Ben voilà, j'arrive à trouver déjà, avant même d'avoir des clients au téléphone, des trucs qui pourraient clocher. Trop cher, pas le bon moment, c'est pas moi qui décide, etc., etc. Voilà. Si tu fais un minimum d'effort cérébral, tu vas en trouver déjà 5-6. Tu vas l'alimenter après, mais déjà, c'est une bonne base pour apporter des éléments de réponse. À la fois des éléments de preuve factuels, mais également ben, ce qu'on appelle des. Il y a toujours des objections réelles, donc des éléments qui vont pouvoir faire pencher la balance, donc transition balance, démontrer à l'interlocuteur que même s'il y a un point bloquant, il y a tellement d'autres choses qui permettent de faire pencher la balance que c'est la meilleure décision pour lui. Après, on passe au closing. Closing, ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme technique? Peut-être 2-3 techniques en fonction des différents profils de clients que je peux rencontrer.
soit de la proposition directe, de l'alternative, un peu d'urgence, de rareté. Tu vois, il peut y avoir différentes techniques comme ça que je vais bêta-tester. Donc, j'établis mon processus de vente de manière très scolaire. Au début, ça peut aller vite, hein, sur une page A4. Je l'étofferai ensuite. Un bon process de vente, c'est un document entre 5 et 10 pages en fonction de la complexité de ce qu'on a à vendre. Mais déjà, tu peux partir en mode Lean Startup avec une page A4. C'est déjà bien. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de process que déjà avec ça, tu vas te différencier. Et après, l'étape d'après, je dirais, voilà, on a fait un bon boulot théorique. Le savoir seul ne sert à rien. On va passer au savoir appliqué. On va tester ça. Tester ça, qui tu connais dans ton réseau, qui serait susceptible soit d'être un client potentiel, soit de donner un feedback, parce qu'il a une connaissance et une légitimité sur le marché. Donc, on rentre dans des entretiens en mode test qui vont nous permettre d'avoir un retour et d'enrichir le process et également de se faire la main, de rôder et de voir sur les différentes options, donc le fameux bêta-test dont j'ai parlé, qu'est-ce qui matche le mieux? Qu'est-ce que les gens comprennent plus facilement? Quels sont les éléments sur lesquels ils accrochent, les wordings ou voilà, des éléments marketing ou vraiment des arguments commerciaux. Il y en a qui vont faire plus mouche que d'autres. Et donc, itération successive. Et voilà comment je vais me lancer sur le marché. Tu penses qu'il faut combien d'appels pour que notre déballe elle soit optimale? Alors, il y a deux choses. Soit tu me dis optimale, soit tu me dis qu'elle soit viable. Pour qu'elle soit viable, je dirais à minima 50 appels. D'accord. Qualifiés. Ok. Qualifiés. Parce Ouais. que tu peux passer 50 appels qui vont durer 10 minutes, il n'y a pas assez de matière. Alors, si ça sert à rien, il ne faut pas les compter. Voilà. Optimal, je dirais que avant 200 appels, c'est Mhm. difficile. Parce qu'on rentre dans une logique, quand tu fais des A/B testing, tu le sais, sur la publicité, c'est des volumes qui sont beaucoup plus importants. Bon, là, tu peux pas non plus faire 10 000 appels, mais tu vois, je pense que 200 appels qualifiés qui sont analysés par la suite, c'est-à-dire qui sont réécoutés, on commence à avoir une bonne version et on commence à avoir quelque chose qui tient la route. Tu, Après, tu veux que je te donne une pépite que moi j'utilisais à l'époque où j'avais des call centers? ouais, dis-moi. C'est que quand j'avais un script à rédiger, donc je m'enfermais dans un hôtel 4 étoiles, dans un palace, quoi, pendant un jour ou deux jours, pour rédiger mon script, rédiger ma déballe, je l'envoyais à tous mes closers. Donc à cette époque-là, j'avais 170 positions, hein, tu vois. Ouais. Et je réécoutais je prenais les plus belles ventes, les enregistrements des plus belles ventes, que je réécoutais en x2, qui me permettaient de voir quels étaient les points de friction dans la déballe et quelles étaient les pépites que chacun allait rajouter en fait. Ouais. Et je faisais un match-up comme ça. Et alors, je ne sais pas combien d'appels il me fallait, mais ça me permettait de vite faire des super scripts, quoi. Ouais, 200 appels, moi je te dis, si tu as 200 appels avec de la matière, c'est-à-dire entre 20 et 1 heure d'entretien, et voilà, ça dépend après si tu es seul ou si tu as une équipe, ce que tu fais, c'est génial. Si tu as une équipe, tu peux brainstormer. Après, ce que tu as fait, c'est top, mais il ne faut pas se concentrer que sur les appels qui ont marché. Ça va permettre de capitaliser sur les points de force et c'est top. Mais il faut aussi surtout écouter tous ceux avec qui ça n'a pas marché, extraire, bon, ceux avec qui de toute façon c'était hors cible ou on ne pouvait pas bosser, mais ceux avec qui étaient dans la cible, qui ont été qualifiés, avec qui on a déroulé un entretien de vente, il faut aller chercher justement à quel moment ça a décroché dans l'entretien. Savoir est-ce que c'est, forcément, c'est pas au moment du pitch, tu as passé demi-heure avec eux ou 1 heure, mais est-ce que c'est qu'on est passé à côté de quelque chose dans le diagnostic commercial et donc il faut rajouter des questions ou il faut descendre plus profondément? Est-ce que c'est dans l'argumentation où on a été trop long, on est rentré dans du monologue commercial soporifique, tu sais, le vendeur amoureux de ses produits qui a tendance à s'écouter parler mais qui ne demande pas du feedback à ses clients? Est-ce que c'est le traitement des objections qui n'a pas été suffisamment bon? On pensait avoir traité les objections, mais le client, il ne l'a pas validé. Donc lui, dans sa tête, il est resté bloqué là-dessus et nous, on a continué et ça ne s'est pas fait. Tu vois, il peut y avoir plein de trucs. Là, je t'ai donné les grosses ficelles, les grands schémas. Mais il peut y avoir en fait plein de choses hyper riches que tu vas extraire de ces analyses. Donc ce que tu fais, si en plus tu le fais sur les appels qui n'ont pas top performé, c'est ça qu'il faut faire. Dans l'idéal, si on a du temps, c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai que tu mets le doigt sur un truc intéressant, c'est que je me suis intéressé uniquement au point, au win.
Mais pas du tout au loose, en fait. Ça, c'est. Par contre, tu vois, c'est le syndrome en fait de la victoire. C'est très bien parce que la plupart des gens vont aller sur ce qui marche pas. Toi, tu as pris un raccourci en allant sur qu'est-ce qui marche. Tu vois, les best practices. Et il faut commencer par ça. Parce Mm. que dans cette logique de domino, ben, bien évidemment, tu veux augmenter le taux de closing, tu veux minimiser le nombre de rendez-vous avec lesquels ça marche pas. Donc, tu commences par les points de force. Après, par contre, quand tu veux chercher ben, la top performance, la surperformance, là, tu vas dans le détail et tu vas analyser les appels avec lesquels ça marche pas. Tu sais, un truc marrant que j'avais calculé, c'est que mes top vendeurs, quand ils closaient, les premières fois, j'étais dubitatif, je ne savais pas comment réagir à ça. Et puis après, j'ai laissé pisser. En fait, maintenant, avec le recul, j'ai la certitude que c'était vraiment bien ce qu'ils faisaient. C'est que pendant leurs appels, ils jouaient sur leur téléphone. Euh, ah putain, les jeux à la con, super addictifs. Et en fait, tu vois, ils étaient complètement déconnectés de l'issue de l'appel. Est-ce qu'il y aura une vente ou pas? Et tu vois, je m'étais rendu compte que j'observais comme ça, tu vois, fasciné, en me disant putain, mais c'est ça surtout le problème, c'est qu'ils étaient déconnectés de est-ce qu'ils vont perdre ou est-ce qu'ils vont gagner. Et surtout, en fait, ils n'écoutaient plus les histoires, les balivernes que racontait le prospect. C'est-à-dire que, euh, tu vois, juste leur oreille savait que, tiens, j'ai eu du bullshit, donc je reformule la question. Mais ils ne rentraient pas dans leurs histoires. Ouais. Je te jure, c'est un truc de ouf. Et c'était vraiment les top vendeurs. Ils étaient comme ça quand on jouait un. Et tu vois, de manière automatique. Bon, après, tu vois, c'était 10 heures de closing par jour, quoi. Enfin, Ouais, ouais, ouais. avec du quali. Et Tu mets le doigt sur un peu ce que j'ai commencé à amorcer tout à l'heure, mais c'est vraiment ça l'intelligence commerciale et situationnelle. Bon, déjà, mentalement, on passe par là, c'est se dédramatiser l'enjeu. Et donc, quand tu n'es pas sur les dents et que ben, y a les neurones miroirs, donc les gens qui sont sur les dents et qui ont peur de perdre une affaire, ça se ressent. Ça se ressent dans l'attitude, dans l'intonation, dans le choix des mots, etc. Donc, le client va te servir ce dont tu as peur. Ça, c'est une règle relativement générale. Donc, déjà, il faut faire sauter tous les verrous, sinon tu ne seras jamais un top vendeur. Après, deuxièmement, ben, c'est avoir un process de vente, ne pas s'enfermer dedans, mais par contre, toujours rattacher la discussion dans son process. Et ça, c'est le graal, en fait, du commercial, du bon vendeur. En fait, il sait quels sont les points de passage, et donc il va poser des questions, il ne va pas hésiter à sortir, aller sur des terrains de la sympathie. Par contre, quand le client déborde, ben, effectivement, il ne l'écoute plus, ou alors il va placer un mot qui va rebasculer la personne dans le schéma qu'il connaît, enfin, le ou les schémas. Tu peux avoir une dizaine de schémas ou une quinzaine, mais tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire que toi, tu connais tes points de passage, et peu importe ce que la personne te raconte, voilà, il y a aussi les heures de vol. Hein, si tu as 2000 heures de vol, tu n'es pas aussi aguerri que si tu en as 100. Donc tu l'as dit toi-même, c'était 10 heures de closing par jour, mais cette capacité à détecter, voilà, détecter la fausse excuse, l'objection fausse barbe, et hop, tu rentres pas dans le jeu. Tu vas, à travers une question ouverte calibrée, boum, le rattacher, c'est le meilleur outil, ça, du vendeur. Poser une question calibrée qui va le ramener dans ton scénario, dans l'un ou l'autre de tes scénarios. t'as des hacks ou des pépites pour former plus rapidement des vendeurs? J'ai le chemin le plus court. Après, j'ai pas de baguette miracle. C'est pour ça que je vends pas de formation brandée sur le closing pour devenir un closer d'élite et gagner 10 000 euros par mois en 6 jours. Mais par contre, voilà, moi, comment je procède avec mes clients, c'est étape par étape, en fait, on décortique tout l'acte de vente pour qu'ils comprennent bien, OK, chaque phase, elle sert à quoi, quelles sont les différentes manières de la dérouler, quels sont les enjeux et comment on passe à la suivante. Et faire en sorte que ça soit en fait logique pour quelqu'un qui a suivi l'une de mes formations, voilà, un commercial lambda, de se dire, OK, j'arrive à me situer dans un échange où je suis avec mon client. Et donc, si je sais où je suis, je sais qu'est-ce qu'il me manque pour passer à l'étape d'après. Donc déjà, c'est gagner en clarté. Deuxièmement, mettre en musique, c'est-à-dire voilà, arriver à lui donner suffisamment de... Ben, ça passe par des exemples, des études de cas, mais après très rapidement le faire mettre en situation, donc avec des exercices, pour qu'il fasse en fait sa courbe d'apprentissage et qu'il fasse le plus rapidement possible des erreurs, et qu'on puisse débriefer ses erreurs. Il y a un proverbe, tu le sais, hein, plus vous voulez réussir vite, si vous voulez réussir vite, échouez 2 fois plus. C'est Henry Ford, je crois, qui disait ça. Donc,
apprentissage de la théorie, mise en perspective avec des études de cas et des exemples pratico-pratiques, et après, mise en pratique à travers des exercices, passage à l'action, débriefing, et là on rentre dans la logique de la boucle PDCA, de l'amélioration continue. C'est voilà, on va chercher, et ça c'est du coaching commercial en fait, il faut que tu coaches et tu tires vers le haut ton équipe, et ça c'est pas donné à tout le monde, cette capacité à voilà, savoir écouter ton commercial ou ton vendeur, lui mettre le doigt sur les 20-80, ce qui va permettre de le tirer vers le haut, lui donner un plan d'action commercial qui va lui être bénéfique, et après c'est du follow-up. C'est OK, ma capacité, dès qu'on se revoit, à faire le lien, voilà, une fois qu'on s'est quitté, le plan d'action c'était ça. Qu'est-ce que tu as mis en pratique? OK. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Qui est-ce que tu vas appeler? Vas-y, libre à toi, appelle, ou alors pour ceux qui accompagnent sur le terrain, t'accompagnes. Ne pas intervenir. Jamais, surtout, ne jamais intervenir et ne mettre un vendeur en porte-à-faux. Tu vois, les trucs à l'américaine où les managers, ils coupent la conversation et ils reprennent la vente. Ça, c'est des conneries en management, il ne faut pas faire ça. Il faut laisser la personne tirer ses propres leçons et quitte à perdre une vente, derrière, au moins la leçon est acquise et il y a une montée en compétence. Tu sais que je le fais, ça, bon. Désolé. Moi, Non, c'est OK, en fait. On peut avoir des avis qui divergent. Non, mais après, le truc, c'est que ça va marcher avec certaines personnes, mais après, on a tous notre manière d'apprendre. Et en fait, tu as certains pour qui la leçon, elle va être dure parce que voilà, tu as le truc, ton manager, il a pris le lead et il t'a mis un peu un porte-à-faux vis-à-vis du client, comme quoi tu n'étais pas compétent. Alors, la subtilité, c'est que quand je fais ça, moi, vraiment de manière décomplexée, je coach la personne. Je lui dis, ah, là, tu as répondu à côté. Tu veux reformuler, s'il te plaît? C'est comme ça. Ouais, mais après, voilà, ça peut marcher. Ça dépend aussi du profil du commercial. Et en fait, dans le management comme dans la vente, il n'y a pas de recette miracle. C'est de l'humain, c'est de la communication. Et donc, on rentre dans, OK, ton commercial, est-ce que tu connais la méthode DISC ou l'HBDI? Ça te parle un peu? Non, pas du tout. Bon, grosso modo, les grandes lignes déjà sur lesquelles tu peux arriver à tabler, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui est extraverti? Est-ce que c'est quelqu'un qui est introverti? Ouais. Est-ce qu'il est plutôt orienté en mode pensée, cérébrale, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la relation humaine? Et déjà, rien que de là, voilà, tu t'aperçois un peu quelles sont les dominances, ça ne veut pas dire qu'on met les gens dans des cases, mais quelles sont les dominances dans son profil, et sur quel terrain, toi, tu ferais mieux d'aller pour faire passer un message. Et voilà, des fois, d'être trop en mode tu arrives avec les gros sabots et tu le confrontes au problème. Si tu as quelqu'un qui est introverti et en mode relation humaine, tu vois, tu peux le bloquer. Et tu vas pas le ressentir de suite parce qu'il va te dire ouais, c'est bon, j'ai compris, mais derrière, tu crées un blocage. Et donc, ça va pas dans le sens de la performance commerciale, tu vois. Ouais, je vois. Bon, c'est super. Merci, Victor, pour toutes ces informations précieuses. Avec plaisir. Moi, je ne saurais que vous dire, franchement, si vous êtes intéressé à la persuasion, aux techniques de vente, tout ça, allez dévorer la chaîne YouTube de Victor, allez dévorer son blog, achetez son livre. Je crois que tu en as même sorti plusieurs. Ouais, 2 livres, un sur la vente, un sur la négo. Bon, j'en connais qu'un seul que j'ai lu, que j'ai dévoré, qui m'a rendu complètement fan de Victor. Je crois que tu as des formations gratuites aussi sur ton site, ainsi que des programmes payants, bien entendu. Ouais, carrément, ouais, le blog, il y a plus d'une centaine d'articles gratuits qui sont assez pointus et une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube gratuite par semaine. Donc pour tous ceux qui veulent consommer du contenu gratuit, il y a ce qu'il faut. Bon, rentrez dans ces tunnels, moi je recommande. Victor, je te remercie vraiment pour ton temps. Avec plaisir. Je te dis à très bientôt. Abonnez-vous à sa chaîne, je vais tout vous mettre. Allez voir dans la description, je vais tout vous mettre les URL de Victor. Son LinkedIn, sa chaîne YouTube, son blog, ses livres. Tu veux qu'on rajoute autre chose? Ouais, après ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, j'ai une formation complète qui est étape par étape sur tout l'acte de vente et qui s'appelle Efficacité Vente avec accompagnement et avec training. C'est une formation à 360 degrés. Donc ceux qui n'ont pas de temps de consommer du contenu gratuit, qui veulent aller straight to the point, c'est une formation qui est éligible CPF, comme on est organisme de formation. Donc voilà, je pense que... Voilà, si vous aurez du CPF et que vous voulez améliorer votre sens commercial, allez dépenser vos CPF chez Victor. Merci Rudy. Merci Victor, ciao ciao. Bye bye.